Salut et bienvenue à notre deuxième podcast sur le plan d'action climatique. Je suis Cassandra et aujourd'hui nous allons parler du chapitre agriculture et alimentation. Nos invités sont Daniel Langmeier, Sylvia Lieper und Adrian Müller. Vous avez la parole. Merci beaucoup, je me réjouis d'être avec vous, de parler de votre travail, notre petite contribution. Je suis Daniel Langmeier, je travaille chez Biovision. C'est une petite ONG active au niveau international qui prône l'agriculture agroécologique, surtout en Afrique orientale. Depuis quelques années, nous sommes actifs aussi en Suisse. Nous voulons une agriculture durable de la production à la contribution et je vois que votre plan correspond clairement à nos objectifs. Moi, je suis Sylvia Lieber, je suis agronome, je travaille chez l'organisation Pain pour le prochain dans la section agriculture internationale, droit foncier, multinational. Nous travaillons en collaboration étroite avec les agriculteurs sur le terrain dans le sud global. Si les multinationales exproprient leur terrain, s'ils perdent le droit aux semences, nous les soutenons dans leur lutte, leur aidons à récupérer leurs terres. Et nous voulons une agriculture durable et respectueuse du climat. Et en plus, je suis dans des petits groupes comme Multiwatch qui surveillent les entreprises, les multinationales et ceux qui font dans l'agriculture globale. Je suis Adrian Müller, je travaille à FIBEL, c'est l'Institut de recherche de l'agriculture biologique. Je suis aussi à l'Institut pour les décisions environnementales de l'EPFZ. Et nous faisons des recherches scientifiques de base sur les sols, entre autres. Nous offrons un service de conseil sur l'agriculture biologique et nous nous occupons de l'agroécologie, pas seulement le bio-certifié, c'est plus large que ça. Et aussi, nous recherchons les liens entre, nous cherchons sur les liens entre l'agriculture et le climat. Moi, personnellement, je m'occupe surtout de l'adaptation et des instruments nécessaires. Le secteur agricole est l'une des sources principales des émissions de gaz à effet de serre en Suisse. Vu qu'en Suisse, on est bien placé pour les réduire, nous revendiquons une production et un usage de l'alimentation plus écologique et plus juste. Cela implique des mesures qui prennent en compte les aspects sociaux et écologiques du commerce, avec un impact sur le prix ou en offrant clairement une alternative. Les mesures dans le plan sont structurées comme telles. Premièrement, contexte international, puis consommation et production. Nous allons présenter ces trois aspects et parler des mesures plus en détail pour vous donner un aperçu. Commençons avec le contexte international. La section du plan commence avec les accords de libre-échange et nous revendiquons que le gouvernement les révise. Ça comprend aussi l'accord de libre-échange avec l'Indonésie qui sera l'objet d'un référendum en mars et ce qui n'est pas soutenu par la grève du climat. Un autre sujet, c'est la Suisse en tant que plaque tournante des matières premières agricoles et en tant que pays hôte d'entreprises dans le commerce agricole. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire et plus en détail? Oui, je trouve que c'est un enjeu très important dont on ne parle pas suffisamment. Si on considère ce que tu as évoqué au début, l'importance du système actuel pour le changement climatique, si on considère à quel point il contribue au dérèglement climatique, on doit penser à nos moyens d'action ici en Suisse.
quels acteurs soutiennent ce système écocide en Suisse? Il ne faut pas se limiter aux considérations sur ce qu'on devrait consommer, comment on devrait consommer. Non. Quels grands acteurs sont présents en Suisse? Je vais mentionner deux pour vous donner des exemples. Je crois que vous connaissez le plus grand, c'est Nestlé. C'est la plus grande multinationale de l'alimentation. Nestlé a un très grand poids sur le marché et dans le système agricole mondial. Ils ont presque un quart du marché du café conditionné, donc ils ont beaucoup de marché et c'est de poids, d'influence, et c'est en Suisse. Alors, qu'est-ce que ces entreprises font? Ils soutiennent et ils font partie de ce système d'agriculture écocide. Et ce système leur permet de faire des gros profits. Il n'y a pas de données pour 2020, mais pour 2019, Nestlé a fait un profit de 7,5 milliards de francs. Et cet argent était versé aux actionnaires. On s'est un peu habitué à ces chiffres, mais c'est vraiment une somme énorme. Avec un peu moins d'argent, le Programme alimentaire mondial de l'ONU a distribué plus de 15 milliards de colis de nourriture. Donc les multinationales font énormément de profits et si on pouvait retirer tous ces profits de l'agriculture et si on pouvait les investir dans la transition vers une agriculture écologique ou si l'agriculture était plus respectueuse de l'environnement et il n'y avait pas ces profits, ce serait un grand pas en avant. Donc on peut s'opposer à ces entreprises et pousser dans cette direction. Puis deuxièmement, l'arc lémanique est le centre de beaucoup de multinationales actives dans le commerce agricole. 40% du sucre, 30% du café et 50% des céréales sont négociés en Suisse. Ces produits ne sont pas expédiés en Suisse et transportés ailleurs. Non, c'est tout virtuel. Mais le pouvoir, c'est ici. Il y a ArcelorMittal, Bunge, Cargill et Louis Dreyfus. Donc, 4 entreprises qui contrôlent 90% du marché mondial des céréales. Et ces entreprises sont très puissantes et ils ont leur siège principal ou au moins un siège satellite en Suisse. Et ils ne font pas que du commerce, ils possèdent des terrains de plus en plus grands, surtout dans le sud global, où ils imposent des plantations de soja. Je crois que vous savez tous et tous quel impact catastrophique ces plantations ont sur l'environnement et le climat. Il y a d'autres grandes entreprises qui font partie du système. Certains d'entre vous connaissent Syngenta, le premier producteur de pesticides, et puis Azouk, qui est un grand producteur d'engrais, etc. Donc la Suisse est un petit pays, c'est un pays où on peut s'organiser, où on a son mot à dire, on peut avoir un impact politique, et c'est un pays où il y a ces grandes entreprises qui soutiennent le système écocide. Parfois on se sent impuissant, mais on peut faire quelque chose, on peut s'organiser, on peut solidariser avec les gens dans le sud global, on peut s'opposer à ces entreprises quand ils violent les droits humains, quand ils nuisent à l'environnement, etc. Et on peut aussi partout dans le monde montrer qu'un autre système d'agriculture est possible, un système agroécologique comme déjà évoqué.
une agriculture sans ces entreprises qui soutiennent ce système écocide et qui essaient d'éviter une vraie transition. On parle beaucoup d'importation. Beaucoup de gens connaissent le fourrage, le soja utilisé pour les produits laitiers et la viande. Et les autres produits importés, les mangues, les bananes, les oranges, les fruits exotiques sont écocides aussi. Alors, il y a beaucoup de produits qui sont problématiques. Les fleurs coupées, par exemple, aussi, ne sont pas durables. Il y a beaucoup de produits qui proviennent de ces plantations. Mais il y a d'autres produits qui pourraient être produits de manière durable. J'imagine par exemple les fruits séchés exotiques. Mais il ne faut pas se concentrer sur la question des produits individuels, qui achètent quoi. Non, il faut une approche plus stratégique. Il faut réviser les accords de libre-échange pour que les produits comme peut-être le soja, les huiles de palme, les fruits qui sont problématiques ne viennent pas en Suisse. L'agriculture est responsable de 80% de la déforestation au niveau mondial, mais pour résoudre le problème, il faut une approche systématique et pas une approche basée sur les produits. Tu veux acheter quelque chose? Oui, j'aimerais bien juste souligner ce que tu as fait. C'est dommage que nous donnons toute la responsabilité aux consommateurs. Les gens doivent ainsi décider s'ils achètent des produits qui violent les droits humains. Non, c'est pas une vraie choix. C'est pas un vrai choix. Il faut penser au contexte, au cadre. Il faut accepter qu'il y a certains produits qui ne sont pas compatibles avec l'ère dans laquelle nous vivons en tant que société. Nous ne devons pas limiter les droits des individus, des consommateurs. Nous devons accepter que certains produits, certains modes de production ne sont pas acceptables. Dans le plan, l'internalisation des coûts environnementaux sont également évoqués. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que dans le système de l'alimentation, les producteurs ne voient pas beaucoup de coûts qui sont portés par la société. Notre manière de faire l'agriculture produit des coûts portés par la collectivité, et l'idée d'internaliser ces coûts, c'est que nous rendions ces coûts visibles aux décisions de production et de consommation. Et on peut le faire sur des différents niveaux. C'est un concept très économique, donc ça vient de l'économie. L'idée, c'est de prendre en compte toutes les conséquences du commerce dans les prix, parce qu'il y a beaucoup de conséquences maintenant qui ne sont pas reflétées. Par exemple, les émissions de CO2. Sans une taxe sur le CO2, c'est gratuit pour les producteurs. Donc il y a plusieurs moyens de résoudre ce problème. Est-ce que une taxe sur les énergies fossiles serait la meilleure approche?
selon cette approche, chaque personne qui brûle les énergies fossiles doit contribuer au coût sociétal que ça génère. Et puis, les émissions d'azote ont également un très grand impact sur le climat et la biodiversité. Donc l'idée serait que quand on provoque des émissions d'azote en produisant par exemple du fourrage, il faudrait payer le vrai prix. Donc ça montre ouvertement également aux consommateurs ce que ça coûte vraiment quand on consomme quelque chose. Il y avait une action au Pennymarkt en Allemagne où on a essayé de calculer combien les blancs de poulet ou les bananes devraient coster et ça a été comparé au prix dans le magasin et le prix qui inclut les externalités était 2 à 3 fois plus élevé. Donc c'est un instrument informatif. L'internalisation des coûts externes devrait être implémenté ou c'est faisable avec les données que nous avons. Les taxes et les subventions qui soutiennent les pratiques écocides devraient être abolies également pour montrer combien ça coûte vraiment. C'est un sujet près de mon cœur parce que si le marché ne peut pas travailler avec les bonnes informations, il ne peut pas marcher. Mais ça doit être socialement juste. Tous les acteurs, les consommateurs aussi doivent avoir accès aux produits dont ils ont besoin. Donc il faudrait l'atténuer avec des mesures de soutien. Sinon, ça pourrait être très problématique. Donc il faut une approche holistique. C'est une bonne approche, mais je trouve que dans cette approche, il y a une tendance à forcer les consommateurs à porter tous les coûts. Nous devons accepter qu'il y a des grands défis, mais les producteurs et les politiciens doivent les attaquer ensemble. Et souvent, cette approche est utilisée pour éviter que les autres acteurs s'engagent. Oui, il ne faut pas juste augmenter le prix des produits comme ça, oui. Le plan propose en plus que les offices fédéraux créent des plans alimentaires pour une alimentation plus saine et respectueuse du climat pour tout le monde. Tu peux mentionner quelques éléments de cette proposition? Oui, avec plaisir. Il faut concevoir l'alimentation comme système holistique et ça commence avec la production. Il y a eu un programme de recherche national récent qui s'est occupé de cette thématique. Le CAP a anticipé certains des éléments de ce projet. Dans le projet, on s'est posé la question, qu'est-ce qui est une alimentation saine, par exemple?
Et puis, pour une alimentation respectueuse du climat et sociale, il faut également une alimentation saine à la portée de tous. Et les consommateurs sont exposés à beaucoup d'influences. Et l'une de ces impacts, c'est le fait que les producteurs sont subventionnés pour des activités qui ne sont pas par ailleurs encouragées, qui ne sont pas saines ou qui ne sont pas respectueuses du climat. Par exemple, la production de viande. Donc, à l'école, parfois, c'est un sujet évoqué qu'il faut pas manger certaines choses, moins de certaines choses, mais ça ne correspond pas aux subventions. Et souvent, les offices fédéraux travaillent séparément et il faudrait coordonner leurs efforts et créer une stratégie holistique de l'alimentation au niveau national. Et ça restera un sujet important dans les prochaines années parce que on peut dire à ce point que la politique agraire a échoué à long terme, donc nous devons développer une nouvelle politique et le CAP peut y contribuer. L'agriculture du futur travaille là-dessus aussi. Je vois qu'il y a une volonté dans la population de suivre d'autres chemins et souvent quand on met les agricultrices contre les consommateurs, il n'y a que les lobbies agraires qui gagnent si nous combattons. Donc ce n'est pas prometteur comme approche. Donc c'est plutôt la stratégie holistique qui est prometteuse pour le climat et pour la santé. Je veux juste ajouter que nous avons considéré les conseils qu'il faut donner pour l'alimentation aux faibles aussi et les conseils donnés dans des différents pays. Et nous nous sommes occupés aussi de la question d'une politique intégrée d'alimentation qui est intégrée dans l'économie circulaire. En Suisse, et la Suisse est un pays de prairies, il faudrait utiliser les prairies qu'on ne peut pas utiliser ailleurs, par exemple dans les montagnes qui ne sont pas propices au labourage pour les animaux, pour la production de produits d'origine animale. Mais le problème, c'est que les produits de cette production ne seraient pas compatibles avec une alimentation saine. Donc il y a des problèmes là. Il y a l'idée de l'économie circulaire qui ne correspond pas avec la santé. Donc il faudrait identifier les conflits donc, pour décider quelles seraient les priorités, qu'est-ce qu'on veut, où. Il faut également considérer le rôle des ruminants en Suisse par rapport aux émissions climatiques des ruminants qui mangent l'herbe. Et avec un système d'alimentation bien réfléchi, on peut
essayer de trouver la meilleure solution. Je trouve que il faut s'assurer que tout le monde ait les moyens aussi d'acheter ce qu'on recommande, alors que ce ne soit pas une question de budget personnel. En ce qui concerne la transition, nous proposons des cours obligatoires pour des restaurateurs et des chefs, des cuisiniers. Est-ce que vous pensez que des cours obligatoires seraient une bonne idée pour toute la société? Sinon, qu'est-ce que les offices fédéraux devraient faire pour s'assurer qu'il y ait vraiment une transition dans la population? Je trouve que c'est une approche intéressante. Dans le discours politique, on parle très rapidement dans ce contexte de paternalisme, mais d'autre part, on voit combien de comptes sur Instagram il y a sur l'alimentation, combien de livres de recettes sont sur le marché, etc. Ce n'est pas toujours le cas. Donc nous essayons de porter ces messages sur l'alimentation dans l'école, dans notre organisation, et c'est clair en tout cas que ça devrait être partie d'un plus grand plan. Ce n'est pas le consommateur qui devrait porter tout le poids de la responsabilité. Parfois, c'est plus cher d'acheter certains produits, et quand on utilise certains produits, il faut savoir les préparer, et c'est à l'école de nous enseigner à cuisiner, par exemple, et il faut une approche verte à la cuisine à l'école, donc à nous apprendre à cuisiner des plats durables, respectueux de l'environnement. Et il faut également intégrer tout ça dans un plan, dans une vision plus large de l'alimentation, pour éviter des conflits entre des consommateurs, par exemple, et les producteurs. Je trouve pour que la formation, l'éducation, la conscientisation des gens, ce serait bien pour les gens s'il était plus facile de savoir ce qui serait bien d'acheter. C'est très difficile pour les gens de savoir ce qui est respectueux de l'environnement et ce qui ne l'est pas, ou ce qui en saison qui ne l'est pas. L'objectif devrait être qu'il ne faut pas devenir expert pour savoir manger bien. Et pour les ménages, ce devrait être plus facile de manger sainement, de manière respectueuse de l'environnement. Donc, nous proposons par exemple que les communautés locales ou les voisinages travaillent ensemble pour cuisiner, pour éduquer les enfants comme ça aussi. Je trouve que c'est une proposition intéressante, je trouve que c'est nouveau. Je ne sais pas si c'est l'État qui devrait prendre cette responsabilité, ou si ça devrait être plutôt des voisinages. Mais en tout cas, je trouve que ça pourrait améliorer plein de choses, en particulier le gaspillage alimentaire. Donc ça nous permettrait de sortir de la structure des ménages individuels et de penser différemment pour créer des modèles plus durables, plus justes, pour faciliter cette transition.
Oui, je voudrais dire, pour moi c'est important que ça reste facultatif, qu'on puisse choisir. On ne devrait pas manger comme dans une cantine à l'école. L'État ne peut pas nous forcer à manger certaines choses avec d'autres personnes. Et je suis un peu sceptique en ce qui concerne l'intérêt, combien de gens s'intéresseraient vraiment à ça. Je trouve que c'est important de promouvoir des offres comme ça. Je trouve que c'est difficile d'introduire des obligations de suivre des cours obligatoires, mais je trouve qu'à l'école, il faut enseigner la cuisine et pas seulement comment préparer la viande, mais d'autres plats, et il faut créer des espaces pour des approches communales aussi, et, et puis il faut aussi considérer quels problèmes concrets on peut résoudre avec ça, comment créer un système alimentaire abordable pour ceux qui ne sont pas vraiment intéressés, passionnés de l'alimentation. Ça doit être accessible et facile à utiliser. Donc, dans le système des prix, il y a toujours la question de la justice. Oui, il faut intégrer les coûts externes. On peut considérer combien nous déposons pour l'alimentation, à peu près 10%. Il y a une ou deux générations, c'était nettement plus. C'est une question, c'est un enjeu important et intéressant. Oui, c'est important de reconnaître que nous déposons beaucoup moins maintenant pour de l'alimentation. Il faut aussi reconnaître que nous sommes moins prêts à dépenser beaucoup maintenant. Nous sommes aussi forcés à participer à cette société de consommation. Je trouve que c'est important, mais c'est assez difficile de changer cette situation dans une démocratie. Je trouve que c'est important de reconnaître aussi le rôle de l'État en tant qu'acheteur, que l'État a énormément de pouvoir financier quand il achète des produits pour la collectivité, et ça peut avoir un impact aussi et soutenir la transition. Donc par exemple, si tous les recrues de l'armée ne mangeaient que bio dans leur service militaire, ça aurait un grand impact aussi. D'autres pays comme le Danemark ont suivi des voies très intéressantes. Dans les institutions de l'État, 90% des produits sont bio là. Donc nous devrions considérer des propositions comme ça et penser de manière plus créative. Dans les chapitres, il y a des mesures proposées pour la production. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur cet aspect du chapitre? Il y a un très grand catalogue de mesures là dans ce chapitre. Le gaspillage alimentaire est un sujet important, c'est un sujet
auquel on fait beaucoup d'attention. Maintenant, c'est un peu une mode et la réduction du gaspillage est particulièrement important dans le contexte d'un passage au bio. Il faut toujours se poser des questions structurelles et développer les approches structurelles. Pour beaucoup de gens, ce n'est pas évident pourquoi il y a une date de péremption qui est une garantie de qualité, mais qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger ça après cette date. Et puis, il faut considérer les normes de l'industrie aussi. Certaines normes industrielles interdisent des fruits, par exemple des carottes qui ont une certaine forme, et il faut repenser ça. La spécialisation nous a mené dans une situation où les machines peuvent transformer seulement des aliments qui ont une certaine forme. Il faut repenser ça. Je crois que ce sont les points les plus importants. Et puis, c'est à souligner, c'est important de faire de l'éducation, d'informer les gens, mais les approches structurelles sont ceux qui auront le plus grand impact. Et puis, il ne faut pas penser qu'on devrait avoir tout disponible sur les rayons. Il faut être content avec ce qu'il y a et préparer ce qu'il y a dans la saison. Maintenant, nous avons tout pour tous les goûts, et ça a comme conséquence beaucoup de gaspillage alimentaire. Il faut repenser ça. Oui, et dans ce contexte, je voudrais aussi parler des perspectives systémiques. Si on veut une production agroécologique qui est plus hétérogène que la production conventionnelle, il faut penser aux chaînes de transformation, les repenser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre la qualité nécessaire dans du blé pour le pain. Et par exemple, quand on pense à la viande, c'est l'alimentation des porcs qui est important. Les produits bio peuvent être stockés moins facilement, donc il faut les retirer des rayons plus rapidement. Et si on veut la même disponibilité des produits bio dans les supermarchés, c'est encore plus difficile et plus difficile à communiquer. Il y a des accords entre les détaillants et les livreurs sur le pain, par exemple, qui prévoit que le livreur doit reprendre des choses qui ne sont pas vendues. Si on devait payer pour la livraison, pour se défaire des choses qu'on n'a pas vendues, les détaillants feraient plus d'attention. Donc, ils doivent porter le risque. Donc, il y a des aspects du détail qu'il faut repenser. Quelles mesures sont particulièrement importantes pour vous? Je vais commencer.
je veux dire quelque chose en guise de conclusion. Ce que je veux souligner avant de me lancer dans cette conversation, j'ai lu une partie du plan d'action climatique. Je trouve que c'est un document incroyable, un document très impressionnant. Il y a énormément de sujets, énormément de personnes ont travaillé là-dessus. Il y a un grand nombre de propositions qui rendraient possible une transition à une société juste et respectueuse du climat. Et ce que je trouve le plus important, qu'on ne peut pas oublier, c'est quand beaucoup de gens viennent et disent oh, ces mesures sont trop radicales et on a essayé ça, on peut essayer, mais ça va prendre du temps ou ça va pas du tout. Mais ce plan d'action climatique montre concrètement que ça peut marcher. On peut se lancer sur ce chemin et ça limiterait le changement climatique, c'est clair. Mais la question c'est pourquoi est-ce qu'on ne se lance pas sur ce chemin? Qui a le pouvoir alors dans le secteur agricole? Quelles entreprises profitent du système actuel? Quels acteurs profitent du système actuel? Quels acteurs lutteront contre toute cette richesse d'approche dans le cas? Donc, ce que j'aimerais bien souligner en guise de conclusion, c'est qu'il faut apprendre à devenir une société suffisante. Et je ne sais pas comment ça devrait se passer, comment on peut le réaliser. Le fil conducteur, c'est d'identifier, de se concentrer sur les grands leviers. Et dans l'agriculture, ce serait en particulier les entrées d'azote qui doivent être réduites. Et ça aurait un très grand impact. Et puis en plus, si on réduisait l'usage des énergies fossiles, des émissions de CO2, on aurait déjà réalisé beaucoup. Donc il faut identifier les grands leviers, il faut des approches systémiques. La taxe sur la viande punirait les ruminants, donc je trouve que c'est un peu problématique, mais si on limitait les émissions d'azote, ça irait dans l'autre direction. Donc je trouve en fait qu'avec la bonne combinaison des leviers, on peut atteindre beaucoup. Et ce ne serait pas bien si nous importions la viande qu'on ne produisait plus. Donc il faut prendre en compte l'aspect international aussi. Je voudrais exprimer que je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, Adrian, et puis en plus, je veux souligner l'importance de l'approche holistique. L'alimentation n'est pas juste la consommation, c'est aussi la production. Donc de la fourche à la cuillère, il faut une stratégie holistique pour ces processus complexes. Nous avons identifié 30 mesures dans ce secteur, juste dans l'agriculture, dans le CAP. Donc ça montre qu'il y a des changements de fond qu'on peut appliquer rapidement et qui peuvent être très sociaux aussi. Si nous voulons y arriver,
dans une démocratie, c'est important d'avoir des processus comme ce que la grève du climat a mis en place pour le CAP. Il y a des gens qui se sont rencontrés le week-end, par exemple, pour discuter des mesures qui ont demandé des feedbacks, etc. Donc, on ne peut pas forcer les gens pour accepter tout. Il faut accepter qu'il y aura des gens qui s'y opposent. Donc, pour dépasser cette opposition, il faut des approches démocratiques comme ça. Donc, c'est vraiment inspirant ce que vous avez fait. Merci beaucoup d'avoir contribué à ce chapitre et d'avoir participé à ce podcast. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez les envoyer à cap@climatestrike.ch et sur www.climateaction.ca vous trouverez plus d'infos et on revient avec le prochain épisode dans 2 semaines. Merci.